Le 6 avril 2026, 4 astronautes ont contourné la face cachée de la Lune, les premiers humains à y poser le pied depuis 53 ans. Pendant 40 minutes, toutes les liaisons radio avec la Terre ont été interrompues. Pendant les heures qui ont précédé et suivi ce silence, ils ont observé en temps réel des impacts d'astéroïdes explosés à la surface lunaire, aperçu une mystérieuse lueur verdâtre à l'intérieur d'un ancien cratère et été témoins d'une éclipse solaire totale à 400 000 km de distance. Ce que l'équipage d'Artemis II a vu par les hublots d'Orion n'aurait jamais dû être aussi extraordinaire. 1er avril 2026. Au centre spatial Kennedy, le compte à rebours s'égrenait vers le soir, tandis que la fusée la plus puissante jamais construite par la NASA, le Space Launch System Block 1, était prête sur le pas de tir 39B. À 18h35, l'Eastern, ses moteurs vrombis, envoyant une nouvelle génération d'explorateurs, dans un voyage que personne n'avait tenté depuis plus d'un demi-siècle. La mission Artemis II était en cours, emportant 4 astronautes plus loin de la Terre que n'importe quel être humain depuis Apollo 17. À l'intérieur de la capsule Orion, indicatif d'appel Integrity, 4 noms s'ajoutaient à la longue liste de ceux qui ont tout risqué pour la découverte. Le commandant Red Wiseman, pilote et ingénieur chevronné de la marine, prit place au centre. Sa mission consistait à diriger la mission, à prendre les décisions difficiles et à assurer la sécurité de l'équipage lors de la traversée du gouffre spatial. À sa droite, Victor Glover, pilote d'essai et vétéran de la Station spatiale internationale, était chargé de guider Orion à travers chaque manœuvre et chaque accélération, en particulier l'injection translunaire cruciale qui les propulserait vers la Lune. Christina Koch, spécialiste de mission, scientifique et détentrice du record du plus long vol spatial effectué par une femme, a géré les expériences et les contrôles médicaux et s'est préparée aux heures où la face cachée de la Lune remplirait les hublots d'Orion. Pour compléter l'équipe, Jeremy Hansen, représentant l'Agence spatiale canadienne, a apporté à la fois des compétences techniques et un sens du partenariat international. Hansen se concentrait sur le fonctionnement du spectrographe ultraviolet, le suivi de la santé de l'équipage et la fourniture d'une voix rassurante, tandis que l'équipe se préparait à affronter l'inconnu. C'était bien plus qu'un simple vol d'essai. Artemis II était un essai de 10 jours sous vide, conçu pour prouver que les humains et leurs machines pouvaient survivre à nouveau aux rigueurs de l'espace profond. Le plan consistait à décoller de Floride, à se mettre en orbite autour de la Terre, puis à allumer l'étage supérieur d'Orion pour une trajectoire de retour libre. Un parcours en boucle qui permettrait à l'équipage de faire le tour de la Lune sans avoir besoin d'atterrir ni de se placer en orbite lunaire. Cette trajectoire, perfectionnée lors du programme Apollo mais jamais tentée à une telle distance, offrait un filet de sécurité. En cas d'échec, la gravité ramènerait quand même l'équipage à bon port. 53 ans s'étaient écoulés depuis la dernière fois que quelqu'un avait vu de ses propres yeux la face cachée de la Lune. Pour l'équipage d'Artemis II, cet héritage était plus qu'un simple fait historique. C'était un défi permanent. Alors que la fusée s'éloignait de la tour et que la côte de Floride s'éloignait, chaque astronaute savait qu'il entrait dans une histoire qui avait commencé avant même sa naissance. Leur mission permettrait de tester non seulement le matériel, mais aussi la valeur irremplaçable de la présence humaine, la capacité de regarder par la fenêtre, de voir quelque chose qu'aucune caméra ne peut vraiment capturer, et de nous faire partager ce moment à tous. Le monde entier a regardé le panache blanc décrire un arc dans le ciel du crépuscule. 4 voix, Wiseman, Glover, Koch et Hansen, écrivant les espoirs d'une nouvelle ère. Le voyage avait commencé. 6 avril 2026, 13h57 heure de l'Est. Au fin fond du vide interdimensionnel, la radio d'Orion crépita d'une voix qui allait résonner dans l'histoire. Jeremy Hansen, calme mais visiblement ému, lut les chiffres sur la console. Nous nous trouvons actuellement à 252 756 miles de la Terre, la distance la plus éloignée jamais atteinte par un être humain. Un silence s'installa un instant dans la cabine. L'équipage venait de franchir un seuil qui était resté inchangé pendant plus d'un demi-siècle. Le précédent record, établi par Apollo 13 en 1970, était de 248 655 miles,
Or, grâce à la précision des mesures stellémétriques du réseau Deep Space Network, cette ligne se trouvait désormais derrière eux. Ce nouveau chiffre, 252 700 miles, n'était pas qu'une simple statistique. C'était la mesure de chaque risque, de chaque calcul, de chaque espoir qui les menait vers l'inconnu. Par les fenêtres, la Terre s'était réduite à un disque pâle. La Lune, toujours devant nous, n'offrait aucun réconfort, seulement la promesse d'un horizon qu'aucun être humain n'avait jamais approché. Sur le terrain, la confirmation est venue des stations de suivi de Goldstone et de Canberra, leurs signaux rebondissant sur plus de 400 000 km, vérifiant le record en temps réel. À Houston, la voix du directeur de vol s'est fait entendre. « Orion, tu es officiellement plus loin de chez toi que quiconque dans l'histoire. » Félicitations. La réponse de Hansen était mi-célébration, mi-défi. Depuis la cabine d'Integrity, on peut lire « Suis-je à la hauteur ?» Nous rendons hommage aux efforts extraordinaires de nos prédécesseurs. Nous mettons au défi la prochaine génération de faire en sorte que ce record ne perdure pas. Les chiffres eux-mêmes étaient éloquents. Le point le plus éloigné, atteint par Apollo 13, était de 248 55 miles. Artemis 2 a atteint 252 56 miles. Un écart de plus de 4005 miles, suffisant pour traverser les États-Unis continentaux et revenir. Dans la salle de presse, le chiffre s'est affiché au tableau. 252 756. Le monde entier a suivi avec intérêt l'événement qui a défilé sur les bandeaux d'information et les réseaux sociaux. Mais à l'intérieur d'Orion, la signification était plus personnelle. Glover jeta un coup d'œil à l'écran de navigation. Koch griffonna l'heure dans son carnet de vol. Et Wiseman, toujours le commandant, se contenta d'acquiescer. Hansen sourit et lança avec humour. « Je suppose qu'il va nous falloir une carte plus grande. » Pour l'équipage, la distance n'était pas qu'une question de chiffres. Il s'agissait de se tenir au bord de tout ce qui était familier, de faire confiance à leur navire, à leur entraînement et les uns aux autres. Chaque mile parcouru plus loin était un mile jamais vécu par un être humain. Chaque battement de cœur, chaque respiration était un pas de plus vers une zone vierge sur le graphique. Ce record était bien plus qu'un simple titre à la une. Cela nous a rappelé que l'exploration ne se mesure pas seulement en kilomètres, mais aussi en courage. Et à mesure que la face cachée de la Lune se rapprochait, le sentiment d'échelle, de risque, d'émerveillement, de possibilité s'empara de l'équipage. Ils étaient plus loin de chez eux que n'importe quel astronaute d'Apollo, plus loin que n'importe quelle autre personne dans l'histoire. La partie la plus mystérieuse de leur voyage restait encore à venir. Orion a décrit un arc de 7 heures au-dessus de la face cachée de la Lune, glissant sur seulement 115 km au-dessus des hauts plateaux dévastés. Le Soleil, à seulement 20 degrés au-dessus de l'horizon, projetait de longues ombres acérées, comme des lames de couteau, sculptant chaque crête et chaque cratère en un relief net. Sous cette faible lumière, la face cachée de la Lune révélait des couleurs et des textures qu'aucune sonde n'avait jamais vraiment réussi à capturer. Pour les 4 astronautes, chaque instant passé devant le hublot était une occasion de voir ce que les machines avaient manqué. À l'intérieur de la capsule, les listes de contrôle s'estompaient pour laisser place à une admiration silencieuse. Chaque membre de l'équipage a exploré à tour de rôle une série de 35 sites cibles, bassins d'impact, bords de cratères et plaines lisses, choisis pour leur potentiel scientifique. Le plan était méticuleux, mais la réalité était tout sauf routinière. Christina Koch rompit le silence et déclara que la paroi ouest de Mare Orientale paraissait presque argentée et que les éjectas étaient nets avec des ombres fines et précises. Elle a décrit de subtiles variations de lumière le long du rebord du bassin, des détails qui avaient échappé même aux caméras orbitales les plus performantes. Victor Glover, qui observait le bassin pôle Sud-Aitken, a remarqué quelque chose d'étrange. Il a dit qu'au-dessus du sol, il y avait une teinte pâle, presque verdâtre, quelque chose qu'on ne voit pas de près. Ces paroles résonnaient encore. Une anomalie de couleur suggérée par de vieilles photos d'Apollo, jamais confirmées jusqu'à présent. Jeremy Hansen, se référant à sa liste de contrôle, a annoncé les coordonnées des hauts plateaux de Von Karman.
Alors qu'Orion passait au-dessus de leur tête, l'équipage se rapprocha, à la recherche de cette tache verdâtre insaisissable. La lumière du soleil, filtrée par la fine exosphère lunaire, faisait apparaître de faibles tourbillons olives et bleus parmi les gris et les blancs du régolithe. Sur Terre, les contrôleurs aériens écoutèrent les astronautes décrire ces couleurs en temps réel. Leurs paroles sont devenues une nouvelle forme de données, subjective mais irremplaçable. Aucun instrument ne peut égaler l'œil humain pour percevoir les nuances de couleurs sous une lumière changeante. Les impressions de l'équipage, éjectas argentés, teintes verdâtres et pics vitreux, ont été enregistrées parallèlement aux images numériques et aux relevés spectraux, créant un enregistrement stratifié qui allait remettre en question des années de télédétection. Pendant 7 heures, l'autre côté s'est transformé en un paysage vivant, façonné par la lumière du soleil et les ombres, que nous avons découvert dans le langage de l'émerveillement. La trajectoire d'Orion passa derrière la Lune, et en un instant de silence, le monde disparut. Les antennes en bande S et en bande K de la capsule ont perdu tout contact. Pas de voix, pas de télémétrie, rien que le navire et son équipage. La panne de courant a duré 40 minutes, soit la plus longue période d'isolement qu'un astronaute ait connue depuis des décennies. Avant que le signal ne s'estompe, Christina Koch a déclaré « Nous vous aimons depuis la Lune. Nous vous reverrons de l'autre côté. Il y a une géométrie dans ce silence. La masse imposante de la Lune, plus de 3380 km de roche, se dressait entre Orion et toutes les antennes paraboliques terrestres, bloquant complètement les ondes radio. Pas de relais, pas de solution de contournement. Pendant ces 40 minutes, les 4 astronautes furent aussi seuls que n'importe quel être humain l'a jamais été, coupés non seulement de Houston, mais de toute autre âme vivante. À l'intérieur de la capsule, l'ambiance a changé. Les listes de contrôle mises de côté, chaque membre d'équipage s'est dirigé vers une fenêtre. Là-bas, au loin, les hauts plateaux dévastés luisaient dans la pénombre, intacts, préservés de tout regard humain. Puis, tandis qu'Orion décrivait un arc autour du limbe, un croissant bleu pâle apparut à l'horizon. Levé de terre. Sur le fonce noir, ce disque fragile semblait incroyablement lointain, à la fois familier et inaccessible. Koch pressa son front contre la vitre, griffonnant une note dans son journal. Hansen a décrit ce moment plus tard. On avait vraiment l'impression de ne pas être dans une capsule. On avait été transporté sur la face cachée de la Lune. C'était déroutant. Le silence était plus que technique. Elle s'intensifiait, accentuant chaque respiration, chaque battement de cœur. Il n'y avait pas le bourdonnement du centre de contrôle, pas de bavardage rassurant, juste 4 personnes et l'immensité du dehors. Pendant quelques minutes, on n'a entendu que des cliquetis d'interrupteurs, des vrombissements d'appareils photo et quelques rires nerveux occasionnels. Koch a tenté de détendre l'atmosphère en disant « On pourrait aller admirer la face cachée de la Lune et contempler sa splendeur, et puis, peut-être devrais-je changer de chaussettes. » La panne de courant n'était pas qu'un simple test matériel. C'était une épreuve de confiance. Confiance dans le vaisseau, confiance les uns dans les autres, confiance dans l'arc invisible qui les ramènerait chez eux. 40 minutes plus tard, les premiers crépitements de la radio réapparurent. La connexion fut rétablie, mais le souvenir de ce silence et la vision de la Terre se levant au-dessus d'un monde que personne n'avait jamais appelé son foyer resteraient à jamais gravés dans leur mémoire. Un scintillement soudain attira l'attention de Wiseman, un point lumineux sur la plaine grise et délabrée en contrebas. Avant que quiconque puisse réagir, un autre éclair jaillit près du bord du cratère, net et sans équivoque sur le fond de la nuit lunaire. Dans le minuscule monde d'Orion, l'adrénaline monta en flèche. 4 astronautes, à 400 000 km de la Terre, se criaient dessus, s'efforçant de vérifier les flux vidéo des caméras et de noter l'heure. « Ça fait 2 !» Hansen s'écria, sa voix mi-incrédule, mi-triomphe. La face cachée de la Lune, silencieuse depuis des éons, venait de dévoiler son propre feu d'artifice. Quelques minutes plus tard, alors que la capsule s'enfonçait toujours plus dans l'obscurité, 2 autres éclairs jaillirent à l'horizon. Cette fois, seul l'équipage a été témoin. Hansen a griffonné des coordonnées. Glover tenta d'estimer la luminosité. Et Koch, la voix étranglée par l'excitation,
annonça. Nous avons un 4e impact. Je crois que c'est un record. Sur le terrain, le centre de contrôle de la mission a explosé. Les ingénieurs se sont levés d'un bond, certains sautant littéralement de joie à l'arrivée des rapports. L'équipe d'intervention, entraînée depuis des années à détecter ces événements rares grâce à des caméras automatisées, disposait désormais d'une confirmation humaine en direct. 4 impacts de météorites distincts, chacun une explosion de violence cosmique d'une fraction de seconde, tous enregistrés par les yeux de l'équipage et le système d'imagerie à haute vitesse d'Orion. Le timing était troublant. 2 éclairs avant la panne d'électricité, 2 autres pendant le silence radio, le tout en l'espace d'une nuit lunaire d'à peine 1 heure. Chaque événement a été étiqueté avec un horodatage et un lieu précis, alimentant une campagne de suivi qui permettrait de recouper la base de données d'impact LRO avec les journaux de bord des équipages. Pour les astronautes d'Artemis II, ces éclairs n'étaient pas seulement un exercice scientifique. Ce fut une véritable révélation, la preuve que même à l'ère du numérique, rien ne vaut le fait d'être présent lorsque l'univers décide de se mettre en scène. À 20h35 à l'est, le Soleil a disparu derrière la Lune. Depuis les fenêtres d'Orion, l'univers semblait s'être arrêté. Le disque lunaire, noir comme de l'encre, se dessinait sur le Soleil, jusqu'à ce que la couronne apparaisse soudainement, une couronne pâle et fantomatique s'étendant dans toutes les directions. Pendant près d'1 heure, l'équipage a été témoin d'une éclipse solaire totale que personne sur Terre ne pouvait voir. Un événement possible uniquement depuis leur position isolée, au-dessus de la face cachée de la Terre. La voix de Victor Glover parvint, feutrée et empreinte d'admiration. On est passé à la science-fiction. L'être humain n'a probablement pas développé capable de percevoir ce que nous voyons. C'est vraiment difficile à décrire. Les mots restèrent suspendus dans le silence, comme si la capsule elle-même retenait son souffle. Dehors, la couronne scintillait, ses filaments se tordant dans l'espace, plus brillants et plus complexes que n'importe quelle photographie ne pourrait jamais le capturer. La surface de la Lune, habituellement plongée dans l'ombre lors d'une éclipse, brillait faiblement de la lumière cendrée. La lumière du Soleil réfléchie par les océans et les nuages terrestres, rebondissant sur 1/4 million de kilomètres pour peindre les cratères d'une douce brume bleu-blanc. Glover s'approcha plus près de la fenêtre en murmurant « On dirait que la Lune porte une auréole ». Pour l'équipage, c'était bien plus qu'un spectacle. L'éclipse a révélé comment la lumière du Soleil et les ombres sculptent le paysage lunaire, exposant des caractéristiques invisibles sous l'éclat intense. Les caméras tournaient, mais c'est l'œil humain qui a capté les nuances subtiles et le mouvement vivant de la couronne. À cet instant, la frontière entre science et émerveillement s'est dissoute. Les astronautes étaient à la fois observateurs et participants, témoins d'un alignement cosmique qui pendant un bref instant leur appartenait à eux seuls. Alors que la totalité persistait, la capsule semblait incroyablement petite. 4 êtres suspendus entre les mondes, observant l'univers accomplir sa magie la plus rare. Aucune donnée ne pouvait mesurer ce que l'on ressentait dans cette cabine. Pourtant, chaque détail, de l'éclat nacré de la couronne à la surface fantomatique de la Lune, reviendrait sur Terre comme preuve et souvenir. L'éclipse est devenue une pierre de touche, la preuve que même à l'ère des robots et des capteurs, il y a encore des choses dans l'univers qui exigent d'être vues par les yeux humains. Des rires flottaient dans la cabine d'Orion, perçant le silence du vide spatial. Christina Koch, contemplant les hauts plateaux lunaires dévastés, a déclaré d'un ton neutre qu'il pourrait aller admirer la face cachée de la Lune et contempler sa splendeur, puis dire « Peut-être devrais-je changer de chaussettes ?» La communication a été transmise à l'équipage et à des millions de personnes sur Terre, rappelant que même dans le coin le plus isolé du système solaire, la vie ordinaire persiste. Chaussettes, liste de contrôle, blagues. Tout cela a voyagé plus loin que n'importe quel être humain auparavant. Mais Artemis II était aussi une mission de souvenir et de connexion. Dans un moment de calme, hors micro, l'équipage a dédié un cratère sans nom à Carol Wiseman, la défunte épouse de leur commandant. C'était un geste privé, prononcé à voix basse, mais il a laissé une trace aussi réelle qu'un drapeau ou une plaque commémorative. Dans un lieu où rien ne porte le nom des vivants, ce simple geste reliait le voyage à l'amour et à la perte du foyer.
À mi-chemin de l'arc lunaire, la radio crépita de surprise. L'équipage souriait, échangeant des plaisanteries sur les appels présidentiels et la vue depuis leurs fenêtres. Puis, une voix du passé, un message préenregistré de Jim Lovell, vétéran des missions Apollo 8 et Apollo 13. Il a dit « Bienvenue dans mon ancien quartier. N'oubliez pas d'admirer la vue. » Pendant un instant, les frontières des décennies et de la distance se sont estompées. 4 astronautes, suspendus entre 2 mondes, ont perpétué cet héritage, non seulement par les données et les découvertes, mais aussi par l'humour, la mémoire et l'irrépressible envie de partager ce moment avec ceux qui les ont précédés. Chaque image, chaque note de couleur, chaque éclair de lumière enregistré par l'équipage d'Artemis II alimente désormais une nouvelle base de données lunaires. Les équipes scientifiques de Johnson et de Goddard examinent minutieusement des milliers de photographies transmises par satellite, chacune étiquetée par un humain, une personne réelle qui a vu la face cachée de la Lune de ses propres yeux. Lorsqu'un astronaute signale une couche d'éjectas argentée ou une tache verdâtre, les analystes comparent les impressions de l'équipage avec les cartes spectrales des sondes Lunar Reconnaissance Orbiter et Chandrayaan-1. Ils vérifient les variations subtiles des signatures minérales en recoupant les indications de couleur des astronautes avec les données des instruments pixel par pixel. Les 4 éclairs d'impact, chacun enregistré avec un horodatage et un emplacement précis, sont actuellement comparés à la base de données d'éclairs d'impact de LRO. La confirmation humaine permet aux scientifiques de calibrer les algorithmes de détection automatisés pour les missions futures, affinant ainsi les cartes des risques pour l'atterrissage prévu d'Artemis 3 près du pôle Sud. Ce processus, où l'œil humain repère les détails, les machines vérifiant, puis les humains interprètent à nouveau, crée une boucle de rétroaction qu'aucune sonde robotisée ne peut égaler. Les observations de l'équipage d'Artemis II ont établi une nouvelle norme en matière de preuves. Leur jugement, leur capacité à déceler l'inattendu, façonnent désormais les sites d'atterrissage, les évaluations des risques et les priorités scientifiques de la prochaine mission. À l'ère des capteurs et de l'IA, la Lune livre encore pleinement ses secrets à ceux qui sont là pour les voir. En ce moment même, 4 voix résonnent dans un lieu qu'aucun être humain n'a vu depuis un demi-siècle. Preuve que nous envoyons encore des hommes, et pas seulement des sondes. Tandis que l'équipage d'Artemis II observait la face cachée de la Terre s'embraser d'éclairs d'astéroïdes et d'ombres lunaires, leur émerveillement et leur rire se transformaient eux aussi en données. L'univers se révèle encore, non seulement aux instruments, mais aussi aux yeux et aux cœurs humains qui veulent bien lever les yeux. Partagez vos réflexions ci-dessous.